Salut, on se retrouve pour un nouvel épisode de Pour en finir avec la famille de Sophie Lewis. La dernière fois, on avait conclu qu'il fallait abolir toute forme de famille en réalité. Et maintenant, ce que nous propose l'autrice, c'est de parcourir différents mouvements qui ont lutté pour l'abolitionnisme de la famille. Le mouvement abolitionniste de la famille ne s'inscrit nullement dans une campagne coordonnée de façon continue, ni même consciente, mais cela fait au moins 2000 ans que des gens défendent et parfois construisent des alternatives à la famille. Dans le livre 5 de la République, Socrate aboutit à la conclusion que la famille doit être abolie parce que, eh bien, elle est de toute évidence injuste. Selon la formule aride d'un philosophe politique contemporaine, les familles perturbent les modes équitables de répartition et plus particulièrement l'égalité des chances. La question de savoir s'il nous faut abolir ou préserver la famille n'est donc pas qu'un simple sujet de dissertation platonicienne à soumettre à des étudiants et étudiantes de licence. C'est l'un des débats les plus strictement classiques de la philosophie, abordé encore aujourd'hui avec le plus grand sérieux dans des revues juridiques. L'histoire de l'abolitionnisme de la famille ne se limite toutefois pas à la philosophie abstraite. Au cours des 2 derniers siècles, toutes sortes de militants et militantes et d'activistes radicaux, radicales, se sont manifestés et ont écrit des manifestes en faveur de l'expérimentation de l'abolition de la famille. Du nord de la France à la Palestine occupée, en passant par les communautés de colons de Chicago. Ce chapitre est un voyage éclair, forcément non exhaustif, non pas des positions exposées dans les articles juridiques, mais des multiples luttes vivantes et visions incarnées de l'abolition de la famille qu'on peut trouver dans l'histoire européenne et états-unienne. Et donc on va explorer différents mouvements, différents penseurs et penseuses qui ont théorisé ou lutté pour l'abolitionnisme de la famille. Le premier penseur qu'on va aborder, c'est Charles Fourier. Charles Fourier, c'est un enfant de la petite bourgeoisie française de Besançon, donc dans l'est de la France, et il a environ 18 ans lors de la Révolution française. Lui, à ce moment-là, il décide d'abandonner son projet de devenir ingénieur-architecte pour écrire à la place. Il fait partie de ce qu'on appelle les socialistes utopiques, c'est-à-dire que c'est des gens qui, contrairement à d'autres qui ont théorisé comment faire avancer la cause socialiste, etc., ce sont des gens qui se sont posé la question de quel serait le monde idéal et comment le socialisme s'articulerait en pratique dans un monde idéal. Supposément, ce serait lui qui aurait inventé le mot féminisme en français, et qui est l'auteur, au titre de ces utopies socialistes, d'avoir inventé pas mal de théories farfelues, comme l'idée qu'on remplacerait l'eau de la mer par de la limonade, et que les bateaux seraient remorqués par des baleines quand ils seraient en panne. Alors comme ça, on se dit, bon, le mec, c'est un peu un illuminé, est-ce que vraiment il y a quelque chose d'intéressant à apporter de son point de vue? Et c'est quelqu'un dont le travail a fortement impacté et qui a été étudié par des grands noms de la gauche. Notamment, on peut noter Marx, Engels, Lénine, Kropotkin. Mais du coup, son utopie à lui, elle se base sur quelle idée? L'utopie de Fourier, elle se base sur l'idée de déprivatiser le travail. Il a cette idée qu'on pourrait transformer le travail en quelque chose qui serait un loisir selon ce que les gens aiment ou n'aiment pas faire. Mais que prescrit-il exactement? Entre autres choses, un revenu de base universel, la sortie du marché, la non-monogamie, des aliments d'excellente qualité et des loisirs variés pour toutes les générations. Un mode de vie entièrement collectif, dans de vastes bâtiments appelés phalanges ou phalanstères, accueillant chacun 1600 personnes. Des allées couvertes en cas de mauvais temps et un minimum garanti de plaisir sexuel. Une déprivatisation totale du travail, via une répartition des tâches entre tout le monde, enfants et adultes, organisés selon les types de personnalités humaines inventoriés dans ces lois de l'attraction passionnée, qui métamorphosent le travail en un art libidinal ou un jeu joyeux. Des sex-parties régulières, organisées avec soin et présidées par des individus spéciaux appelés fées. Donc on retrouve le côté utopique ou la pensée de comment concrètement on arrive à ce système-là depuis là où on en est. Effectivement, c'est pas le sujet, mais on décrit un monde idéal selon Charles Fourier. Lui, sa vision, c'est que la société, elle est réellement libre que à condition que les femmes soient libres. C'est notamment pour ça que, a priori, on suppose que c'est lui qui aurait inventé le mot féminisme. Plus impressionnant encore, Fourier avait compris que les hommes avilissent le sexe féminin jusque dans l'encens qu'ils lui donnent. Pleinement engagé en faveur de la liberté sexuelle des femmes, il a promulgué une théorie orgiaque proto-queer avant la lettre. Le féminisme originel est donc inséparable de l'abolition de la famille et de la sexualité queer, et de l'utopisme socialiste. C'est bon à savoir, n'est-ce pas? Vive le phalanstère. Après Fourier, elle nous parle de la queerité autochtone du 19e siècle et aussi la queerité marronne du 19e siècle. Grosso modo, ça va parler des populations amérindiennes en Amérique du Nord, mais aussi des populations noires en Amérique du Nord au 19e siècle. Dans un premier temps, on aborde le sujet des autochtones. Les colons arrivent en Amérique du Nord et apportent le modèle familial nucléaire pour soumettre
les autochtones au capitalisme. Au XIXe siècle, la politique indienne des gouvernements fédéraux des États-Unis et du Canada imposa généralement le mariage comme moyen de dissoudre les modèles tribaux de propriété collective qui allaient de pair avec la non-binarité de genre, la non-monogamie et ou le mariage matrilocal ouvert. Elle institua la propriété privée, puis la concentra entre les mains des chefs de famille, c'est-à-dire des hommes mariés. C'est en ce sens que nous pouvons affirmer que l'abolition de la famille, en tant que projet de résistance et d'esquive à la société bourgeoise, et en tant que défense contre la colonisation, constitue un horizon dessiné par les pratiques des personnes enlevées, captives, déportées par les colons et ou préalablement asservies qui ont défié les institutions et les modes de citoyenneté auxquels les États-Unis tentaient de les acculturer. La propriété privée, la monogamie chrétienne sécularisée et le foyer nucléaire privé fondé sur le mariage. Cette idée d'acculturer en fait et de supprimer la culture des peuples autochtones qui est toujours dans une logique de génocide, on le rappelle, c'est une idée qui est passée après celle de littéralement génocider en tuant tous les Indiens. Et une manière dont ça va être mis en place, c'est la mise en place d'écoles pour éduquer les enfants autochtones et tuer la culture indienne. Pour les colons, il y avait deux intérêts à ça. Le premier, c'était de garantir que les autochtones ne se révoltent pas et que les Indiens ne veulent pas se révolter puisque les enfants des Indiens se trouvaient dans les écoles des colons. Et puis, le deuxième, c'est de remplacer cette maxime militaire. Donc, on parlait de tuer tous les Indiens, la maxime militaire qui était un bon Indien est un Indien mort, et la remplacer par quelque chose d'un peu novateur et d'une autre manière d'effacer l'histoire des autochtones, qui est tuer l'Indien mais sauver l'homme. Néanmoins, et plus particulièrement avant la colonisation, et parfois sans interruption jusqu'à aujourd'hui, la plupart des tribus autochtones n'avaient que peu de pratiques patriarcales, voire aucune. Les enfants y étaient élevés collectivement, elles reconnaissaient plus de deux genres, elles n'imposaient pas de restrictions sociales trop rigides aux plaisirs sexuels, considéraient leurs proches non humains comme des parents, et les pratiques de maternage, telles que l'allaitement, y étaient parfois envisagées comme inclusives en termes de genre et importantes sur le plan diplomatique. La subjectivité de genre autochtone américaine, Two Spirits, les traditions philosophiques autochtones et les cultures autochtones de liberté sexuelle inspirent et instruisent la dissidence des genres des colons depuis 4 siècles. Dans les années 1960 et 1970, des communautés entières du mouvement de libération homosexuelle ont cherché à émuler l'indigénéité queer. Il existe des lueurs d'interconnectivité entre la vie autochtone et la pratique homosexuelle, résume l'écrivaine Navarro Lou Cornum dans un article de 2019 intitulé Desiring the Tribe, qui traite de l'histoire des interactions entre l'utopisme gay et lesbien et les pratiques autochtones, et de l'appropriation des secondes par les premiers, refusant de simplement condamner ce qu'il y a de craignos, selon ses propres mots, dans ces lueurs. Cornum y décerne une promesse et se demande si un angle aussi large que la pensée communiste pourrait orienter cette lumière vacillante vers l'avant, vers le XXIe siècle. Avec Cornum, j'espère que les communistes autochtones et non autochtones d'aujourd'hui pourront avancer ensemble vers une forme d'examen collectif de cet héritage d'effacement et de réinvention de la parentèle, et développer un langage commun de l'abolition de la famille en tant qu'impératif décolonial. On en vient donc à parler de la communauté marronne du 19e siècle. Alors, la notion de marronne, c'est des gens qui se regroupent pour vivre en communauté en fuyant l'esclavage, grosso modo. Et la notion de famille, elle est globalement abolie sous le système d'esclavage, comme on l'a déjà dit dans un chapitre précédent. Ce qui fait que le maternage et le soin, c'est quelque chose qui est généralisé à l'ensemble des gens autour de nous dans la communauté marronne. Le maternage, en dehors de la maternité, et même en dehors du genre féminin tel qu'il était défini par la loi et les sciences suprémacistes blanches, est devenu un art collectif qui, bien que né de la nécessité de la survie, manifesta néanmoins consciemment un élan abolitionniste et des visions alternatives de la reproduction sociale. Et je dis ça sans idéalisation. Dans le contexte de l'esclavage, le maternage camaradesque impliquait parfois le refus brutalisant et déchirant de reproduire la vie asservie. Les prisonnières caraïbéennes enceintes, par exemple, ont appris en secret à se servir des plantes pour arrêter de reproduire de nouvelles marchandises humaines ou pour les éteindre une fois qu'elles étaient nées. Plus généralement, les êtres humains victimes de la traite, jeunes et vieux, étaient contraints d'adapter leurs engagements les uns envers les autres afin de pouvoir survivre à de longues et soudaines périodes de séparation. L'entretien des relations était donc une forme de marronnage, une cavale, une création de communautés marronnes, une cavale de la parentalité et de l'affiliation de la personne captive. Sans surprise, après la reconstruction, les hommes, les femmes et les enfants affranchis ne se sont donc, dans l'ensemble, pas jetés la tête la première dans la famille.
Mais ça, c'est quelque chose qui ne va pas plaire à l'État, et notamment l'État va forcer de reconstruire cette famille nucléaire par le biais des travailleurs et travailleuses sociales, de la police et du législateur. Pour ça, va s'imposer une loi de l'homme à la maison. Si vous étiez une femme noire et que vous aviez un homme à la maison, quel qu'il soit, la loi stipulait alors que c'était à cet homme et non à l'État de subvenir aux besoins de votre enfant. Cette loi de l'homme à la maison, elle a forcé notamment des femmes noires à chasser des hommes de chez elles parce qu'elles avaient besoin de toucher des allocations de l'État et que les hommes en question n'étaient pas dans la mesure de leur fournir les sous nécessaires à leur survie collective. Et dans le livre Wayward Life, Beautiful Experiments, Ultimate Stories of Righteous Black Girl, Troublesome Woman and Queer Radicals, Saidiya Hartman parle sans idéaliser de ce système familial alternatif où les femmes noires ont quelque part aboli la famille, ce par un élan de la classe laborieuse qui réclamait de l'aide de la part de l'État. L'exemple suivant de lutte abolitionniste de la famille, c'est celle de l'ère du manifeste du Parti communiste. Alors, dans le manifeste du Parti communiste, Marx et Engels se prononcent opposés à la famille dès 1844. Et Marx remet en cause notamment la famille suite au temps qu'il a passé à Paris et à son exposition aux thèses de Fourier, justement. Marx et Engels étaient très critiques du projet global de Fourier et de tous les anarchistes et socialistes utopiques. Ils affirment néanmoins, dans l'idéologie allemande, que la suppression de l'économie séparée est inséparable, cela va de soi, de l'abolition de la famille. Bien qu'elle semble aller de soi, l'abolition de la famille a été introduite dans le manifeste du Parti communiste comme le fameux infâme dessein des communistes, qui indigne même les plus radicaux. C'est dans ce passage que Marx et Engels raillent les discours de la bourgeoisie sur la famille et l'éducation, sur les rapports intimes entre parents et enfants, après avoir déclaré que la classe dirigeante avait réduit les rapports familiaux à des simples rapports d'argent, et déchiré le voile de sentimentalité touchante, qui jadis les recouvrait. Il arrive souvent que ce passage soit mal interprété, qu'on avance que Marx et Engels aurait souhaité inverser ce processus de réduction et de dévoilement. Selon cette perspective, les auteurs ne feraient que constater le fait que le capitalisme aurait en gros déjà aboli la famille et se défendrait en fait de la fausse accusation selon laquelle il voudrait finir le travail. En réalité, ce ne sont pas uniquement des familles de la bourgeoisie que Marx et Engels veulent abolir. Incontestablement, ils trouvent horrible l'acharnement avec lequel l'accumulation du capital sape, dégrade et fragmente la parenté prolétaire. Néanmoins, explique-t-il, le modèle familial où l'homme est le gagne-pain exclusif du foyer, auquel aspire toute une partie de la classe ouvrière, est inexorablement bourgeois dans sa forme. L'un des trois ennemis interdépendants du communisme que les deux amis appellent les partis de l'ordre, à savoir la religion, la famille et l'État. Et pour sortir du modèle familial, ce qui est proposé à cette époque-là pour sortir du modèle familial, c'est de substituer l'éducation de la société à l'éducation familiale. C'est une idée qui va se propager jusqu'à nos jours, où des marxistes contemporains tels que Jules Johannes Gleason et Kate Doyle Griffith, dans leur texte Kinder Communismus, une proposition communiste d'abolition de la famille, discutent du besoin coercitif ou non de l'éducation par la société. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est poser la question de dire est-ce que les enfants doivent rester en charge de leurs parents ou est-ce que la société doit séparer les parents de leurs enfants pour assurer une égalité dans l'éducation? C'est une question qui est assez ouverte puisque pour China Miéville, elle dit prôner l'éducation de la société plutôt que l'éducation familiale privatisée, ce n'est pas proposer l'endoctrinement, mais contre les doctrines de la classe dirigeante. Et donc, elle, par exemple, ce qu'elle dit, c'est que séparer et empêcher l'éducation par la famille, c'est un moyen de forcer à la société d'éduquer les enfants. Très bien. Mais pourquoi c'est mieux? Elle, ce qu'elle entend, c'est que l'éducation populaire, c'est un cadre d'auto-endoctrinement collectif. Et c'est ça qui est souhaitable. C'est que l'éducation pour le peuple et par le peuple, ça se mérite d'être non de l'endoctrinement, mais de l'émancipation collective. Le mouvement suivant, ou plutôt la figure suivante à laquelle on va s'intéresser, c'est Alexandra Kollontai et l'utopisme bolchevique des débuts. Alexandra Kollontai, c'est une femme qui, dans une ligne marxiste, défend que la société charge graduellement de ce qui incombe aux parents. Une ration de subsistance, des soins empressés sont assurés à l'enfant et à la mère par la société communiste, par l'état des travailleurs, dès qu'un enfant vient au monde. Celui-ci sera nourri, il sera éduqué, il sera instruit par les soins de la patrie communiste. Mais cette patrie-là se gardera bien de l'arracher à ceux des parents qui voudraient participer à l'éducation du petit. La société communiste prendra sur elle les charges que comporte l'éducation des enfants. Mais les joies paternelles, les satisfactions maternelles, elle les laissera à ceux qui se montrent aptes à comprendre, à savourer ces joies. Peut-on appeler ça destruction de la famille par les voies de la violence?
ou séparation forcée de l'enfant et de la mère. Et elle, son approche, c'est de dire, d'accord, l'enjeu, c'est pas de séparer les enfants des parents, hein, comme on pouvait en parler juste avant, mais ce qu'elle dit, elle, c'est qu'il va être nécessaire pour les travailleuses d'élargir leur affection, non pas pour leurs propres enfants, mais pour la grande famille prolétarienne. Alors si on prend un peu de temps pour présenter qui c'est, Alexandra Kollontai, elle est née à Saint-Pétersbourg en 1872, d'une famille aristocrate libérale. Pour échapper à sa famille, elle épouse un homme du nom de Kollontai et qu'elle le quitte 5 ans plus tard pour aller étudier le marxisme à Zurich. Elle se reconnaît pas comme féministe parce que pour elle, le féminisme se réfère aux intérêts de classe personnels des dames, c'est-à-dire un suffragisme bourgeois et individualiste. Grosso modo, ce qu'elle dit, c'est que le féminisme, c'est un enjeu de femme bourgeoise. Elle n'hésitera pas à prendre des positions impopulaires et notamment, elle dénonce la forme couple. La morale bourgeoise exigeait tout pour l'être aimé. La morale prolétarienne prescrit tout pour la collectivité. En 1917, après la révolution russe, elle rentre en Russie et rejoint les bolcheviks. Elle théorise la théorie du verre d'eau au rapport de la sexualité, à savoir que l'idée du sexe sera aussi anodin que boire un verre d'eau dans une société émancipée. Sa plus célèbre réussite est la création, en 1918, avec Armand, du Génodel, le département du parti en charge des femmes, qui légalise l'avortement, mais qui ambitionne aussi malencontreusement de libérer les femmes musulmanes de leur burqa. C'est grâce à elle que l'avortement est légalisé pour la première fois de l'histoire. Et comme beaucoup de marxistes de son époque, elle considère que le travail, c'est un moyen d'émancipation. Et donc, c'est ce qui la motive à pousser des enjeux, alors dits féministes, mais dans lesquels elle ne se reconnaîtrait pas en tant que telle, mais de socialiser le soin. Puisque le soin, c'est une tâche qui est attribuée aux femmes. Elle, ce qu'elle voudrait, c'est que le soin soit socialisé pour que les femmes puissent s'émanciper par le travail. Pour Kollontai, si la socialisation du soin est une condition sine qua non du socialisme, c'est parce qu'en fin de compte, c'est le travail et non le soin qui fait l'histoire. Aujourd'hui, ça reste une grande figure du mouvement sexe positif, puisque c'est quelqu'un qui a mis en avant cette banalisation d'une certaine manière du sexe et réappropriation du sexe par les femmes. Mais aussi, c'est quelqu'un qui a occupé des postes importants. Ça a été la première femme à occuper un poste diplomatique. Par contre, en revanche, après la contre-révolution et que Staline prenne le pouvoir, elle finira sa vie, elle, au Mexique, et elle renoncera à ses idées, potentiellement, on ne sait pas, mais sous la pression de Staline. Et concrètement, elle avait poussé réellement pour aller plus loin dans l'abolitionnisme de la famille sur les programmes des bolcheviks. Notamment en 1919, elle aurait préparé un amendement pour l'étiolement de la famille. Lénine lui aurait répondu « Il nous faut en fait sauver la famille ». Parce que il faut rappeler que même si elle a poussé le mouvement abolitionniste de la famille et le droit des femmes, etc., au sein du parti bolchevique, il y avait d'autres gens qui avaient d'autres enjeux et qui souhaitaient activement contrecarrer tous ces plans-là. Puis on en vient à parler de Shulamit Firestone, le féminisme révolutionnaire et les limites du kibbutz. Alors Shulamit Firestone, c'est une New-Yorkaise qui est diplômée des Beaux-Arts de Chicago. Et à 24 ans, elle écrit un manifeste pour l'abolition de la famille qui est publié en 1970. Elle mentionne pas explicitement Kollontai, mais elle dit « La faillite de la révolution russe est directement imputable à l'échec de ses tentatives d'élimination de la famille et de la répression sexuelle. » Donc elle s'inscrit quand même globalement à la suite de ce mouvement-là, puisque elle est pour l'abolitionnisme de la famille, mais aussi pour un mouvement sexe-positif. Elle décide de partir en Israël dans un kibbutz de colons socialistes afin de relancer le mouvement abolitionniste, et elle s'intéresse au sujet de l'enfance et de l'éducation. Elle se penche sur l'expérience de la pseudo-commune payante des libres enfants de Summerhill et la non-scolarisation ou les écoles à la maison. Déçue par ces expériences, elle rapporte à ses sœurs états-uniennes que les kibbutzniks d'extrême gauche sont presque aussi conservateuristes sur le plan de la sexualité et du patriarcat que leurs homologues non gauchistes, et finalement que la société en général. Somme toute, dit-elle, le kibbutz n'est rien de plus qu'une communauté de fermiers pionniers temporairement obligés de sacrifier les structures sociales traditionnelles pour mieux s'adapter à un ensemble donné de conditions nationales. Théoricienne fondatrice autoproclamée du mouvement états-unien de libération des femmes, Firestone prônait l'abolition même de la force de travail au sein du régime socialiste cybernétique et la diffusion du rôle de procréation et d'éducation des enfants à l'ensemble de la société, aux hommes autant que les femmes. Sa vision d'un régime socialiste cybernétique, c'est que elle promeut l'idée qu'on va mécaniser tout le travail, on va automatiser tout le travail et que on sera libéré de ce travail.
Et par rapport au sujet de la procréation et de l'éducation, ce qu'elle aimerait pouvoir porter, c'est l'idée de l'ectogénèse, donc d'avoir des utérus artificiels pour que les hommes puissent se charger de porter les enfants, ou même simplement des machines, contrairement à les voies naturelles, dirons-nous. En 1970, la dialectique du sexe ébranle le monde. Ce chef-d'œuvre de Firestone exprime le rejet ardent de presque toutes les prémices naturelles de la société états-unienne. Et si je dis presque, c'est parce que le chapitre consacré à la race est terriblement raciste et parce que l'ouvrage ne fait à aucun moment référence aux personnes queer. Et propose la vision d'un avenir où, après avoir éradiqué le capitalisme, le travail et même la différence sexuelle, les enfants et les adultes vivent ensemble de façon démocratique dans de grandes maisonnées affranchies de toute forme de lien génétique. Voyez-vous, Shulamit considère le renversement de la classe, du travail et du marché comme une tâche nécessaire, allant tellement de soi qu'il n'était guère la peine de prendre le temps de la défendre. Ce qui l'intéresse vraiment, ce n'est rien de moins que l'abolition de la culture et de la nature, à commencer par celle de l'amour patriarcal et de sa sentimentalité, d'un côté, et par celle de la grossesse de l'autre. Bon, alors globalement, on n'est pas très surpris qu'elle ait des textes racistes, vu qu'elle va passer son temps dans les kibbutz en Israël, dans l'espoir de promouvoir le mouvement abolitionniste de la famille, sans pour autant porter des combats antiracistes et anticolonialistes. Globalement, ce mouvement qui est abolitionniste de la famille, dans les années 70, il est très commun en fait. Quasiment toutes les féministes dénoncent l'oppression des femmes et des enfants par la famille, et la dimension anti-érotique et suprémaciste de Blanche de celle-ci. En 1968, par exemple, Millett avait écrit que la principale institution du patriarcat est la famille. Betty Friedman dit du foyer privé en 1963 que c'est un camp de concentration confortable, phrase sur laquelle elle reviendra 10 ans plus tard, puisque les thèses abolitionnistes de la famille seront largement moins soutenues et acceptées par la société. Et donc, pendant les années 60-70, l'abolition de la famille, c'est une demande du mouvement féministe. Mais à la fin des années 70, cette demande, elle est abandonnée, puis enterrée et invisibilisée. L'autrice note notamment qu'elle-même manque de courage dans son premier livre en acceptant que son livre puisse être lu comme un appel à la multiplication des liens de parenté plutôt que réellement un abolitionnisme de la famille. Plus encore que Kollontai avant elle, Shully était prête à dire « abat l'amour », ou plutôt « abat l'amour tel qu'il existe aujourd'hui », tout en aspirant éperdument à la transsexualité saine à venir, post-hétérosexuelle et post-homosexuelle, qui, selon elle, allait transformer le sens de l'érotisme en diffusant dans toute la société. Comme Kollontai, cette camarade visait un amour meilleur dont la forme était encore inconcevable. L'amour rouge. Firestone était une amoureuse et une amante. D'après ce que racontent affectueusement ses amis, elle appréciait beaucoup les rapports sexuels avec les hommes. Toutefois, dans les conditions historiques actuelles, lutter pour l'amour signifie forcément être une rageuse. Shully a participé au sabotage de plusieurs salons du mariage, a mené des attaques contre des concours de beauté et a sérieusement envisagé la possibilité d'une tactique de lancer une grève du sourire. Parce que le sourire de la femme et de l'enfant indique l'acceptation par la victime de sa propre condition. Suzanne Faludi note sèchement que ses détractrices lui attribuaient des tendances homicides. Elle fonde plusieurs groupes révolutionnaires féministes à New York, mais peu après l'apparition de la dialectique du sexe, elle abandonne le monde de la politique. Elle est morte en 2012, seule dans son appartement. Des milliers de ses anciennes camarades se sont rassemblés pour honorer sa mémoire, se rappelant à quel point elle était impossible dans tous les sens du terme. Même celles qui avaient eu du mal à la supporter de son vivant lui ont rendu des hommages passionnés. Shulamit Firestone a changé le monde. Après Firestone, on en vient à s'intéresser au mouvement de libération gay et lesbienne et celle des enfants. Sophie Lewis va dire qu'il y a peu de choses qu'elle trouve aussi dommage que le fait que le mouvement de libération gay, lesbienne et celui des enfants ne soit pas allié avec le mouvement féministe qui a eu lieu au même moment porté par Shulamit Firestone. Puisqu'il y avait de très bonnes raisons de s'allier, notamment sur la critique de la famille. Il ne fait aucun doute que dès le début du XXe siècle, des opportunités de solidarité et de conspiration contre la famille se sont présentées à ces deux mouvements. La famille euro-nord-américaine produisait sans relâche un grand nombre de fugitifs et fugitives, qu'il s'agisse de femmes ou de jeunes filles fuyant le viol, la maltraitance, la violence ou simplement le mariage, ou de jeunes homos, trans ou intersexes jetés à la rue par leurs parents. Si l'abolitionnisme de la famille, tel qu'il était articulé par le mouvement de la libération homosexuelle, avait collaboré de façon durable avec l'abolitionnisme de la famille qui s'exprimait au sein du mouvement de libération des femmes et du mouvement de libération noire, il me semble que le principe d'inspiration lesbienne du maternage contre la maternité aurait pu prendre une dimension nouvelle, portée par la puissance de l'abolition du genre et de la blanchité,
Il est question pour les communautés opprimées d'apprendre à se materner elles-mêmes. C'est une trace qu'on trouve dans le fait que les hommes gays plus âgés, entre 1950 et 1960, étaient appelés mères lorsqu'ils se chargeaient de guider de jeunes gays récemment sortis du placard. Ce dégenrage du maternage, c'est quelque chose qui perd en popularité à la fin du XXe siècle. Mais ces ambitions abolitionnistes de la famille, elles sont un peu abandonnées du côté de la libération gay et lesbienne et celle des enfants, notamment due à la violence de l'État et la pénurie de soins face à l'épidémie du sida. Officiellement, la libération homosexuelle démarre en août 1966, à la Compton's Cafeteria à San Francisco, lorsque des drag queens et des femmes trans, associées à un groupe alors appelé Vanguard, se révoltent contre des policiers qui ont pour habitude de les cogner et de les persécuter sans relâche. Le mouvement prend ensuite de l'ampleur à partir de juin 1969. Lors des émeutes anti-police du Stonewall Inn à New York en 1970, Sylvia Rivera, Marsha P. Johnson, Bambi Lamour, Bébé Scarpi et d'autres qui ont combattu à Stonewall et militent au Gay Liberation Front Movement fondent le groupe Street Transvestite Action Revolutionary, STAR, s'appuyant sur leur relation avec la pègre et sur les liens que celle-ci entretient avec le secteur de l'immobilier. Elles organisent une collecte de fonds et créent la commune transgenre de Star House, dans Leeds Village, où les michonneuses trans les plus âgées maternent des dizaines de jeunes réfugiés tentant d'échapper à la famille hétéropatriarcale, construisant ainsi le gay power et sauvant la vie de nombreuses jeunes personnes transféminines et ou queer qu'elles appellent leurs mômes. Donc face à la pathologisation de l'homosexualité, qu'elle soit gay ou lesbienne, les activistes créent les premières Mad Pride, donc c'est les marches des folies qui sont essentiellement des marches des fiertés du mouvement antipsychiatrique qui se lance à ce moment-là. Et ainsi, elles contestent le pouvoir des parents sur leurs enfants et de la médecine sur les patients. En 1971, en France, le phare Front homosexuel d'action révolutionnaire dit vouloir faire éclater la famille patriarcale. Ce schéma où l'on est nous deux contre le monde entier peut sembler protecteur et rassurant, mais il peut aussi être étouffant. Seuls ou isolés en couple, nous sommes faibles. C'est ce que la société attend de nous. Mais si nous fusionnons les uns et les unes avec les autres, la société ne peut nous rabaisser aussi facilement. Il nous faut nous rassembler, nous comprendre les uns les unes les autres, vivre ensemble, mais il ne faut pas que nos communes et nos collectifs gays ne soient que des arrangements de vie plus commodes, ou pire encore, de simples extensions du ghetto gay. Il nous faut changer d'attitude vis-à-vis de nos biens personnels, de nos amants et amantes, de nos priorités quotidiennes en matière de travail et de loisirs, et même de notre besoin d'intimité. Une des revendications importantes du mouvement homosexuel, c'est de réclamer le droit de participer à l'éducation des enfants et l'émancipation des enfants par celle-ci. L'éducation des enfants doit être une responsabilité collective partagée par l'ensemble de la communauté. Les droits que la loi confère aux parents sur leurs enfants doivent être révoqués et chaque enfant doit être libre de choisir son propre destin. Il nous faut créer des centres d'accueil et des garderies gratuites ouvertes 24 heures sur 24, où les PD et les lesbiennes peuvent partager la responsabilité de l'éducation des enfants. Et c'est quelque chose qui est beaucoup discuté, notamment elle dit, de la libération crip au flower power, de nombreux mouvements de l'époque réfléchissent de manière explicite à comment construire la solidarité avec les enfants. Les Black Panthers fondent des écoles et interviennent avec force dans le système scolaire public en proposant des petits déjeuners gratuits et des programmes périscolaires. Des dizaines de garderies lesbiennes et féministes de diverses tendances, de même que des aventures de non-scolarisation, telles que Summer Hill, comme nous l'avons vu, voient le jour et se multiplient. Et certaines d'entre elles ont l'ambition d'ouvrir le dialogue avec les enfants pour essayer de comprendre ce que pourrait signifier leur émancipation. Et globalement, il y a un slogan qui sera apporté par des lesbiennes qui dit « Les enfants n'appartiendront pas au patriarcat. Et elles ne nous appartiendront pas non plus à nous. Et elles n'appartiendront qu'à elles et eux-mêmes. » Dans cette même lignée, à la World Lesbian Gay Conference de 1979, un collectif lesbien déclare que les enfants des lesbiennes seront les enfants de toutes les lesbiennes. Grosso modo, elles appellent à la collectivisation des enfants. En parallèle, il y a aussi un mouvement qui s'appelle le mouvement féministe, qui est un mouvement d'hommes gays, qui eux veulent se mettre au service des femmes pour prendre en charge des tâches ménagères et pour favoriser leur ascension dans des lieux de pouvoir. Mais toute cette dynamique, elle se voit brisée par la croisade homophobe de Anita Bryant. Anita Bryant, c'est quelqu'un qui va propager cette idée de pédocriminalité dans l'homosexualité et qui va maintenir une campagne homophobe. Ce qui fait que, face à ça, les mouvements homosexuels vont assez rapidement se retrancher et abandonner le sujet des droits des enfants. Cette campagne, associée à la violence de l'ère Reagan et
de la pénurie de soins, comme on l'a déjà dit, face au sida, va pousser effectivement les mouvements de libération gay et lesbien à un peu abandonner tous ces combats-là. Et on finit en disant « La famille homo que le gay power espérait rendre oxymorique est devenue un facteur décisif du salut de la famille. Face à l'abandon de l'idée d'abolitionnisme de la famille, les mouvements homosexuels et queer ont évolué dans une autre direction qui, au contraire, a renforcé la famille en demandant l'égalité des droits et le fait de pouvoir se marier notamment. L'avant-dernier mouvement auquel on va s'intéresser, c'est le salaire au travail ménager et la National Welfare Right Organization. Peu après les débuts du mouvement de libération homosexuelle états-unien, en Italie, un groupe de féministes marxistes autonomes lance une campagne pour le salaire au travail ménager. Le groupe originel est mené par Leopoldina Fortunati et Maria Rosa Dalla Costa. Bien vite, leurs camarades du Canada, d'Angleterre et de New York, parmi elles Selma James, Silvia Federici, Margaret Presco et Nicole Cox se joignent à elle pour coordonner la multiplication des branches du réseau qui culmine avec l'International Wage for Housework Community. Rapidement, des sous-groupes se forment, par exemple Wages Due Lesbian, le English Collective of Prostitutes ou encore les Black Women for Wages for Housework. Quelles tâches se fixent-elles? La coordination d'une grève mondiale des femmes et la réappropriation des moyens de reproduction, à commencer par la saisie pure et simple de pognon. En fait, il leur importe peu que la société reconnaisse la nécessité de rémunérer le travail des femmes, comme elles le disent en slogan. Femmes de tout âge, encaissez vos gages. La campagne pour le salaire au travail ménager lance un avertissement à tous les gouvernements. Ses participantes exigent l'intégralité des sommes dues à leur sexe, payées comptant et rétroactivement. La campagne pour le salaire au travail ménager trouve une formule d'une précision remarquable pour exprimer sa vision des tâches accomplies par tant de femmes dans leur foyer. Ils disent que c'est de l'amour, nous disons qu'il s'agit de travail non payé. Il faut savoir qu'elle ne nie pas le fait que l'éducation des enfants, le soin des personnes âgées, les tâches ménagères, les rapports sexuels, le travail affectif et la conjugalité puissent être des manifestations d'amour. Ces manifestants, ces militants défendent plutôt l'idée que rien ne bride aussi efficacement nos vies que la transformation en travail des activités et des relations qui répondent à nos désirs. En d'autres termes, en régime capitaliste, le fait de prendre soin d'un foyer individuel est souvent l'expression d'un désir empli d'amour, tout en étant en même temps un travail qui étouffe la vie, et c'est bien là le problème. Le fait que les ils de la formule, les patrons, les maris, les pères, n'aient pas tort à ce sujet, illustre bien le caractère insidieux des violences auxquelles celles qui prennent soin des autres sont confrontées dans la forme familiale. C'est pour cette raison que les domestiques et les mères doivent encore se battre, rien que pour être considérées comme des travailleuses. Et c'est pourquoi la reconnaissance du statut de travailleuse n'est en réalité qu'un premier pas sur le chemin pour mettre un jour un terme à leur exploitation. Et par extension, pour se familiariser avec une forme nouvelle et différente d'amour, exactement comme l'a imaginé Kollontai, un amour qui s'étendrait au-delà de la famille. Et grosso modo, ce qu'elle nous dit, c'est que sous le capitalisme, effectivement, l'amour, ça sert à diviser les intérêts de classe. Notamment, ça s'applique au travail ménager qu'on impose aux femmes, mais ça s'applique aussi au travail faiblement rémunéré, où on va prétendre que oui, mais vous voyez, vous avez un métier passion, donc c'est normal que vous soyez mal payé. Leur ambition, c'est pas ni de revaloriser le travail ou de l'institutionnaliser, mais notamment Federici parle d'un salaire contre le travail ménager, et pas pour le travail ménager. En anglais, against, qui a été traduit par pour, qui introduit cette confusion. À son apogée, notamment, le NWRO représente jusqu'à 100 000 personnes. Entre 1966 et 1975, les efforts massifs des membres de la NWRO, qui sont en majorité des femmes africaines et états-uniennes, conduisent à une refonte du programme de bons alimentaires, à l'amélioration de la fiabilité du processus de demande d'allocation et à l'élargissement des programmes disponibles pour les femmes et les enfants pauvres. De manière plus générale, elle lutte contre la classe dirigeante, non pas au nom du travail ou de la famille, mais du mérite des femmes prolétaires. Même si les femmes noires pauvres n'avaient pas d'autre choix pour survivre que de s'afficher et de se ranger dans la catégorie des familles éligibles à l'assistance sociale, écrit King, elles contestaient en même temps l'objectification des foyers noirs et des personnes noires par les sciences sociales dans leur discours sur la famille. Parmi les femmes de la côte ouest, à l'origine de la création de la NWRO, se trouve Johnny Tillman, qui se définit comme une femme noire entre deux âges, grosse, pauvre et vivant des allocs. Dans un article paru en 1972 dans le magazine Mrs., Tillman écrit
Pour beaucoup de femmes de la classe moyenne de ce pays, l'émancipation des femmes est une question d'intérêt. Pour les femmes qui vivent de l'aide sociale, c'est une question de survie. Elle explique que l'aide sociale est l'institution la plus discriminatoire de ce pays, plus encore que le mariage qu'elle tente d'imiter. L'aide aux familles avec enfants à charge dit que s'il y a un homme valide dans l'entourage, alors on n'a pas le droit aux allocations. Si on veut que les enfants aient à manger, mais que l'homme ne peut pas trouver de travail, alors il doit s'en aller. L'aide sociale, c'est comme un mariage hyper sexiste. Sauf qu'au lieu d'avoir affaire à un homme, vous vous retrouvez affaire avec l'homme, mais vous ne pouvez pas divorcer s'il vous traite mal. Lui, il peut vous quitter, évidemment. Vous coupez les vivres à sa convenance. Mais dans ce cas, c'est lui qui garde les enfants, pas vous. C'est l'homme qui dirige tout. Dans un mariage classique, les rapports sexuels sont censés répondre aux besoins de votre mari. Dans l'aide aux familles, avec enfants à charge, vous n'êtes pas censé avoir de rapports sexuels du tout. Vous devez renoncer au contrôle de votre propre corps. C'est une condition pour pouvoir bénéficier de l'aide, pour ne pas vous faire couper les vivres par l'aide sociale. Il se peut même que vous deviez accepter de vous faire ligaturer les trompes afin que vous ne puissiez plus jamais avoir d'autres enfants. Donc elle, ce qu'elle conteste notamment, c'est aussi l'idée que les deux seules options qui se proposent aux femmes seraient de rester à la maison ou d'aller travailler. Elle est pour une vision plus émancipatrice du féminisme. En 1968, Bella Sanders, qui est vice-présidente du NWRO, réclame la fin de l'occupation militaire des États-Unis en Asie du Sud-Est et un revenu universel de 5500 $ par an. Et notamment, elle critique le travail ménager, marchandisé ou non. Elle dira « Est-il juste de traiter de paresseuse une femme qui reste à la maison pour faire la cuisine, la lessive, le repassage et le ménage, pour apprendre à ses enfants à se débrouiller et pour les aider à faire leurs devoirs? Si elle fait le même travail pour quelqu'un d'autre, contre 2 $ ou moins de l'heure, elle est devenue une femme meilleure? À vous de me le dire. » Elle finit en disant que la NWRO n'est pas reconnue par tout le monde à proprement comme un mouvement abolitionniste de la famille, mais en s'inspirant de l'argumentaire de King, de Sherwin et de Piven, elle décide de le reconnaître comme tel. Et puis on finit par parler du marxisme trans du XXIe siècle. Grosso modo, de 1995 à 2015, il y a un creux dans le militantisme abolitionniste de la famille. Et de nouveau, le sujet recommence à sortir à partir de 2015 avec la publication du manifeste Kinder Communismus, qui est un projet de crèche révolutionnaire dont on a déjà parlé un peu auparavant. Et elle cite notamment tout un paquet de gens qui vont contribuer à ce mouvement abolitionniste de la famille, notamment Tiffany Letabo King, M.E. O'Brien, Sophie Lewis, Cathy Weeks. Elle dit que notamment elle reçoit régulièrement des infos de choses qui se passent dans ce domaine, de gens qui lui parlent d'avoir fait une conférence, avoir donné un cours, avoir partagé des infos au sujet de l'abolitionnisme de la famille. Dans les conditions actuelles d'anti-utopisme étouffant, il me semble extrêmement urgent de nous astreindre à éduquer notre désir en imaginant concrètement les architectures, les défis, les chronologies, les infrastructures et les affects de l'abolition de la famille. Une tâche que M.E. O'Brien et Eman Abdelhaidi entreprennent d'autant plus sérieusement dans leur roman à 4 mains publié en 2002, Everything for Everyone, An Oral History of the New York Commune 2072 to 2072. Plutôt que de naître de la mise en œuvre d'un plan méticuleux visant l'harmonie parfaite, O'Brien sait que la commune est inévitablement chaotique et qu'elle pourrait surgir spontanément de l'insurrection. C'est là-dessus qu'on termine ce tour d'horizon de différents mouvements abolitionnistes de la famille qui ont pu avoir lieu au cours de l'histoire. Et puis on se retrouvera la prochaine fois pour parler du dernier chapitre qui s'appelle Camarades contre parents. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, me raconter ce que vous avez envie dans les commentaires, j'en serai ravi. A plus!